Est-ce que vous aimez lire avant de vous endormir? Moi, j'ai un rapport à la lecture qui est déterminé en fait par la manière dont je me suis mis à lire, manière dont je suis entré en lecture, si vous voulez. Parce que je n'ai pas eu de parents qui savaient lire. Ni ma mère ni mon père ne savaient lire. Et donc, la lecture n'a pas eu cette fonction, je dirais, sédative qu'elle a pour les petits Européens, en particulier les Occidentaux en général. On leur lit une petite histoire avant qu'ils ne s'endorment, n'est-ce pas? Et moi, j'ai découvert la lecture en apprenant justement à lire à l'école. C'est à travers mes institutrices, mes instituteurs, que le goût de lire m'est venu. Et donc, la lecture, pour moi, c'est quelque chose qui tient un peu du sacré et d'un choix profondément personnel, parce que j'ai grandi dans un milieu où finalement toutes les activités de la vie doivent se vivre de manière communautaire, en commun. Hein. Et les activités qui nécessitent de s'isoler, comme la lecture, ne sont pas très, très bien vues. Et donc, au début, je me cachais plus ou moins pour lire. À partir du moment où je me suis mis à sortir du bois, en quelque sorte, c'est-à-dire à m'afficher avec le livre que j'ai en cours, eh ben, j'ai eu droit à pas mal de remarques désobligeantes de la part de mes parents, des voisins, etc. Le livre est pour moi un moyen, a été pour moi un moyen aussi d'affirmation de mon indépendance et ça n'a pas toujours été bien vu. Et donc, j'évite en fait de lire quand je me couche. Je lis toujours assis, même si c'est dans mon lit, je reste assis pour lire et je sépare bien le moment où je me mets en quête de sommeil et le moment où je lis véritablement. C'est quelque chose de très sérieux pour, pour m'y consacrer au moment où je recherche le sommeil. Je prends toujours le soin de lire quand je suis assis, hein, quand je suis assis à mon bureau ou même assis dans mon lit. Hein. Et alors, à ce moment-là, je lis soit le livre que j'ai en cours à ce moment-là, soit mes propres textes qui sont en chantier. Et donc, je les lis et puis jusqu'à ce que je sois fatigué ou que justement le sommeil vienne se mêler de l'affaire et m'amène comme ça à refermer le livre et dans un second temps à aller me coucher pour chercher le sommeil. Comment dire, à l'époque où moi j'étais enfant, et ça n'a pas beaucoup changé depuis, on vivait dans une société orale. Hein. La parole, c'est la voie de transmission par excellence. C'est par la parole qu'on transmet les connaissances, qu'on donne, qu'on fournit une grille de lecture du monde aux enfants. Et les veillées autour du feu sont vraiment la seule école à laquelle accédaient la plupart des enfants. Ce veillées ont ceci de particulier que pour avoir le plus longtemps possible les enfants à disposition, le conteur a un certain nombre d'histoires qu'on peut appeler des histoires qui font peur, n'est-ce pas, des histoires d'horreur, et dont le but est justement de chasser le sommeil, c'est-à-dire d'obliger l'enfant à rester éveillé pour écouter les autres histoires. Donc, vous voyez, je pense que peut-être inconsciemment, j'ai transféré cette chasse au sommeil-là du monde des conteurs au monde de la lecture, puisque j'évite de lire et en même temps de rechercher le sommeil. Écoutons maintenant un court extrait de votre livre. Le dénommé Maraffa devait accuser 25 saisons sèches, 30 au maximum. Au mépris de ses cheveux déjà grisonnants, il avait le regard empreint d'une sorte de rêve éveillé, un vestige de la prime enfance qui irradiait l'entier de son visage. Il était bien un natif du pays, parce qu'il arborait le sceau de Rabat sur la joue droite. Mais, chose curieuse, l'incise qu'il portait ne respectait pas rigoureusement les règles définies par le défunt émir du Bornou. Au lieu de disposer horizontalement les deux traits parallèles reliés par un tiret oblique, elle les dressait verticalement,
tout en conservant leurs segments de liaison. Les insulaires furent intrigués par cette grotesque entorse à l'usage. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien signifier ? Annonçait-elle une quelconque imminence de la résurrection du conquérant négrier que chaque génération guettait en tremblant ? Ils avaient besoin de savoir, de se rassurer. En même temps, ils n'osaient pas divertir Marafa de sa voracité. Ils trouvaient amusant de le voir gober les bouchées à la file comme s'il avait affaire à de la nourriture prémâchée. Ils en avaient déduit que ce fieffé glouton ne piperait pas mot avant d'avoir avalé le dernier grain du riz au poisson qui lui avait été servi. Aussi furent-ils étonnés qu'ayant seulement absorbé un quart de la calebassée, il s'interrompit et demanda. « Lesquels d'entre vous sont Safiatou et Baoro, la mère et le père de Kigan ?» Pris de court, le Mbang Chomako Tomastajo cligna un instant de l'œil, histoire de remettre un peu d'ordre dans ses idées. Puis la voix teintée de rancœur, il répondit. Ils ne sont plus parmi nous depuis longtemps. Ils sont décédés peu après le départ de leur fils. Leur pirogue a chaviré alors qu'ils partaient à la recherche de Kigan, justement. Nous n'avons même pas pu récupérer leur corps. Au profond soupir de désolation que poussa Marafa, il parut évident qu'il venait de perdre l'appétit pour le reste de la semaine. La mine subitement ridulée de tristesse, il gémit à moitié. « Comme c'est affreux. Ces nouvelles a tué le pauvre Kigan de remords. Au cas où il ne devait plus les revoir. Il m'a supplié de dire à ses parents qu'il regrettait d'être parti sans avoir obtenu leur bénédiction. » Je suis l'oncle maternel de Kigan et le Mbang de Keiba. Ça m'écorche la langue de le dire, mais mon neveu porte une lourde responsabilité dans la mort de ses parents. Au fait, où se trouve-t-il en ce moment ? Franchement, j'ignore où il se trouve aujourd'hui. Il a été transféré à N'Djamena il y a maintenant 2 saisons sèches et des poussières. Mais avant d'avoir été séparés, nous avions survécu côte à côte à la prison de Bagasola durant des lunes. Il y avait été jeté pour une sombre combine de bateaux volés. Dans la chaleur de notre cellule surpeuplée, nous avons beaucoup rêvé ensemble. Il m'a notamment convaincu que le meilleur refuge possible pour un évadé était son île natale. Alors, dès que j'ai réussi à m'échapper de la prison, je n'ai eu qu'une seule idée en tête, rejoindre Keiba. Mais Kigan était-il seul quand tu l'as rencontré, Marafa ? Oui, absolument. Il m'a confié qu'il avait été arrêté en même temps qu'un certain Dongogomi. Mais il ne savait pas lui-même ce qu'il était advenu de son compagnon de fugue. Le côté évasif de ces déclarations distilla un funeste froid dans la salle. Des gémissements mouillés y éclatèrent même çà et là. Des femmes en particulier s'imaginaient déjà le pire. Cessez donc de pleurnicher, bonnes gens. Vos larmes risquent d'attirer la poisse sur Kigan et Dongogomi, s'il ne leur est encore rien arrivé. Mais toi-même, mon fils, pourquoi t'a-t-on mis en prison ? Vous voyez cette marque sur ma joue droite ? Eh bien, j'ai refusé que la même soit inscrite sur la joue gauche. C'est ça le crime qui m'a valu de passer tant d'années en prison. Tu devais être bien jeune alors, non ? J'avais 13 saisons sèches, à tout casser. Ce sont donc tes parents qui t'ont enfermé pour désobéissance, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. C'est le commandant de la région de Bagasola. Mes parents et moi ne voulions pas de ces marquages à la noix. Même celui que je porte actuellement a été scarifié sans leur accord et contre mon gré. Alors quand les soldats sont revenus pour la joue gauche, mon père s'est presque battu avec eux. Suite à ça, ils ont arrêté toute ma famille et l'ont dispersée aux 4 vents. J'ignore même si les miens sont encore en vie. Mais Marafa, il est drôle le sceau que tu portes là. Il ne ressemble pas trait pour trait au nôtre. Ma scarification s'inspire bien du sceau de Rabat, mais renvoie à un tout autre souverain. Mais qu'est-ce qui se passe donc là-bas au-delà des eaux ? Selon mon beau-frère, le regretté Baoro, Dipanda aurait apporté la liberté et la justice à toute la Baobabia. Alors comment se fait-il que de là d'où tu viens, on ne respecte plus les traditions de nos ancêtres ? On détourne le sceau de Rabat sans se soucier de la possible résurrection du redoutable émir. On jette des morveux en prison quand une simple fessée suffirait à leur faire entendre raison. Serait-ce Apollo qui tourne la tête aux gens de ta contrée d'origine ? Marafa prit une longue inspiration, tandis que l'assemblée unanime demeurait suspendue à ses lèvres. Il s'attacha ensuite à décrire dans quelles circonstances il avait été séparé de sa famille.